Alyosha, l'idiot. Léonide Andreev. Voici dans quelles circonstances je vis Alyosha pour la première fois. C'était une froide journée de novembre. Un violent vent du nord chassait dans le ciel les nuages bas et hurlait dans les cimes nues des arbres dépouillés, leur arrachant leurs dernières feuilles jaunes et racornies, dont l'air morose faisait penser aux vacanciers qui ne peuvent se résoudre à prendre congé de l'été, et ne quittent des lieux devenus familiers que sous l'empire d'une extrême nécessité. Ce même vent brutal et insistant me chassait moi aussi, accélérant mes capacités de déplacement habituelles à un point tel que le chemin du collège à la maison, que je couvrais d'ordinaire en une demi-heure, fut cette fois écourté de 5 bonnes minutes. Je suppose, d'ailleurs, que le vent par lui-même n'aurait probablement pu obtenir d'aussi brillants résultats si mes parents ne lui avaient prêté main forte en m'équipant de ce que l'on pouvait à bon droit, en cet instant précis, appeler une voile, mais qui portait à l'origine le nom de pèlerine chaude de collégien, taillée en fonction de ma croissance. D'après les inventeurs de cette machine infernale, il s'en suivait que d'ici 4 ans, quand j'aurais 15 ans, cette chose serait exactement à ma taille. On ne peut dire que cela fut une grande consolation, surtout compte tenu du poids extraordinaire de ce machin, et de la longueur de ces pans qu'il me fallait, à chaque pas, soulever à grand-peine avec mes jambes. Si l'on ajoutait à cela un énorme bonnet ouatiné de collégien, au gigantesque rabat, qui manifestait une tendance perverse à me cacher à jamais la lumière divine, et à ensevelir ma pauvre tête dans ses profondeurs chaudes et moelleuses, tendance naturellement contrecarrée par mes oreilles, ainsi qu'une vaste sacoche remplie à craquer de livres affreusement épais, tous reliés. On pouvait, sans risquer de mentir, me comparer à un explorateur du massif alpin, écrasé par une avalanche et, qui plus est, se trouvant dans la triste nécessité de trimballer cette avalanche sur son dos. Dans ces conditions, il eût été absurde d'exiger de moi une humeur enjouée. Notre maison se trouvait dans les faubourgs de la ville d'O, rue des Canonniers. Luttant énergiquement contre la destinée, j'étais parvenu à m'en rapprocher et saisissais déjà la poignée de la grille afin d'entrer dans la cour, quand je vis, de dessous la visière de mon bonnet, une paire de pieds sales foulant les marches en pierre toutes propres du perron principal. Repoussant mon bonnet sur ma nuque du mieux que je pouvais, je considérais d'un œil critique le propriétaire des pieds sales. Un premier examen superficiel me permit de remarquer qu'il était vêtu plus que légèrement. Un veston en nankin court et étriqué moulait étroitement son corps, dénudant bien au-dessus des poignets de grandes mains sales, d'un rouge violacé à cause du froid. Cette même nuance violacée se retrouvait sur les autres parties du corps de l'inconnu, émergeant d'un pantalon en nankin troué, qui était loin d'atteindre ses extrémités inférieures chaussées de savates. La seule chose qui suscitait mon envie, dans le costume de l'inconnu, était une minuscule casquette graisseuse qui couvrait à peine son crâne rasé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je du ton sévère et affairé d'un jeune monsieur remplissant les importantes fonctions de maître de maison et de propriétaire. L'inconnu me regardait sans rien dire. Moi aussi, je le regardais sans rien dire. Par ailleurs, j'étais stupéfait de l'expression très particulière de ses yeux et de sa bouche. Il avait un visage jeune, maladivement bouffi et à peine couvert, sur les joues, d'un maigre duvet jaunâtre. Un petit nez rougi par le froid, ses yeux gris et ternes me fixaient sans ciller. Ils ne contenaient absolument aucune pensée, mais de leur tréfonds s'élevait une calme prière silencieuse, remplie d'une angoisse et d'une souffrance indicibles. Un pitoyable sourire suppliant semblait figé sur son visage. « Mais qu'est-ce que tu veux ?» répétai-je, beaucoup moins sèchement. Cette fois non plus, l'inconnu ne daigna pas répondre. Légèrement voûté, les bras ballant le long de son corps, comme des fouets, il me regardait toujours avec le même regard, et seules ses lèvres se mirent à remuer, comme si ce qu'il avait besoin de dire se trouvait là, au bout de sa langue, mais n'arrivait pas à sortir. « Alors » dis-je pour l'encourager. « Un petit kopek » fut la réponse, aussi faible que si elle venait de très loin. « Tu as sonné ?»« Non. »« Que tu es donc bête. Qui est-ce qui va te donner ton kopek si tu ne sonnes pas ?» L'inconnu se taisait.
Comment t'appelles-tu? Alyosha, l'idiot. Cette recommandation inhabituelle ne me parut pas bizarre, car j'avais décidé depuis longtemps que l'inconnu ne tournait pas rond, et il me faisait de la peine. J'étais particulièrement ému par la peau nue et bleuâtre que j'apercevais à travers ses haillons. « Tu as froid ?»« Oui. » Avec la vivacité irraisonnée de l'enfance, j'avais déjà élaboré pour venir en aide à Alyosha un superbe plan dont le but était non seulement de le sauver du froid, mais aussi d'assurer son avenir pour au moins quelques décennies. Saisissant Alyosha par la manche, je l'entraînais énergiquement dans le jardin par un chemin détourné, pestant plus que jamais contre l'excessive prévoyance de mes parents, incarnée dans cette maudite pèlerine, taillée en fonction de ma croissance. Dans le jardin, je fis asseoir Alyosha sur un banc, foncer à la maison avec toute la célérité dont j'étais capable, et, sans ôter ma pèlerine, aller réclamer à ma mère le plus d'argent possible. Elle s'étonna, mais comme j'avais l'honneur d'être le premier-né et l'enfant gâté de toute la maisonnée, et également parce qu'elle n'avait pas de monnaie sur elle, elle me donna un rouble, avec ordre formel de lui rapporter la monnaie. Elle pouvait toujours attendre. « Tiens, Alyosha, cela fait beaucoup d'argent. Attention, ne le perds pas. » Pour plus de sûreté, je refermai moi-même ses doigts sur le précieux billet. J'avais quand même des doutes. J'aurais voulu le raccompagner jusque chez lui, mais redoutant mon père, je me contentais de suivre longtemps des yeux l'idiot qui s'éloignait. Même sa démarche était bizarre. Il levait la jambe et, basculant en avant de tout son corps, la reposait doucement par terre, le pied en dedans. Ensuite, l'autre. Je grillais d'envie de lui courir après et de le pousser en avant. J'en trépignais même d'impatience. On parle toujours de la fierté des paons, mais c'est uniquement parce que l'on ne m'a pas vu en ce jour mémorable. Pourtant, la joie d'avoir accompli une bonne action était plus grande encore que ma fierté, et ne présentait qu'un seul défaut, celui de n'être pas partagé. Un défaut du reste facile à corriger, car j'avais un confident. Ce rôle honorifique était tenu par notre concierge Vassili, un jeune gaillard espiègle et déluré dont l'amitié, ainsi que je devais m'en rendre compte par la suite, était loin d'être désintéressée, car chacun de mes épanchements amicaux me coûtait généralement une dizaine de cigarettes provenant du tiroir de mon père. Cette fois-là, pourtant je fus déçu. Mon histoire touchante sur Alyosha et le rouble suscita chez Vassili une hilarité inextinguible et blessante pour mon amour-propre. Même l'homonyme de Vassili, le hongre Vaska, l'écurie servait de havre à notre amitié, nous jeta un coup d'œil et renacla, tant les hurlements de rire de Vassili étaient expressifs et sonores. Après avoir attendu la fin de cette hilarité inconvenante, je lui demandai en termes courtois de m'expliquer la raison de ce rire. Seigneur, quelle déception! Il s'avéra qu'Alyosha vivait chez Akoulina, figure bien connue de toute la rue des Canonniers. Elle l'envoyait récolter des kopecks qui, si la moisson était suffisante, servaient à financer beuveries et débauches, si bien que mon rouble... « Vous n'avez qu'à y aller, vous verrez, ils sont en train de le boire. Pour sûr qu'on doit faire votre éloge là-bas. » L'idée des éloges parfaitement vraisemblables, mais peu flatteurs, dont devait me couvrir Akoulina, plongea Vassili dans un véritable océan de rire, dont il finit par émerger en exprimant l'intention d'aller de ce pas trouver la cuisinière, dont il était aussi le confident, afin de lui livrer mon secret. Je m'y opposais, et, recourant à toute mon éloquence, mais surtout à la promesse de lui procurer des cigarettes en quantité telle que la réalisation de cette promesse menaçait mon père d'une inéluctable banqueroute, je convainquis Vassili de se livrer avec moi à une petite opération de reconnaissance sur le territoire d'Akoulina. Le logis d'Akoulina avait été baptisé le corps des cadets. Que voulaient dire par là les canonniers qui lui avaient donné ce nom? C'était pour moi un mystère total. La raison en était peut-être son toit tout de guingois, qui rappelait très vaguement une casquette de travers, attribut constituant, comme chacun sait, le signe distinctif de la jante militaire. Mais qui sondera jamais les mystères de l'âme populaire? Sous ce toit, qui offrait quelque ressemblance avec celui d'un chalet suisse, en raison de l'abondance de cailloux et de briques jetés çà et là, et censés maintenir en place une couverture misérable. Sous ce toit donc, se dressaient 4 murs.
4. C'est un détail très important, car durant la moitié de l'été, Lisba n'en avait eu que 3. De fait, M. Treploff, le conjoint d'Akoulina, qui de son métier était plutôt alcoolique que maçon, avait résolu de rénover son palais de fond en comble, et, dans ce but, avait abattu successivement chacun des murs, les remplaçant par des branchages. Mais comme diverses obligations compliquées liées à sa profession ne lui permettaient pas de consacrer beaucoup de temps à cette occupation, la petite maison avait dû rester des semaines entières privée de l'un ou l'autre de ses murs. Le corps des cadets avait présenté un aspect particulièrement intéressant lorsque le mur donnant sur la rue avait été abattu, et que les passants avaient pu observer tout à loisir la vie quotidienne des Treploff. Il faut préciser que ce qui attirait le plus grand nombre de spectateurs, c'était l'instant dramatique où Akoulina rouait de coups son mari avant de le mettre au lit. À cette époque, j'étais intimement persuadé qu'il n'existait au monde de femme plus grande, plus forte et plus terrible, nantie d'un nez gigantesque et d'une voix plus retentissante qu'Akoulina. Quand, pour une raison quelconque, je devais imaginer une sorcière, l'image d'Akoulina me satisfaisait pleinement. Je n'étais arrêté que par une seule question. Comment pouvait bien être le balai sur lequel elle volait? Aussi avais-je une peur bleue en approchant du corps des cadets, et je tenais fermement Vassili par la main. Après avoir déplacé, puis replacé une porte, qui faisait partie de la catégorie de celles que Mitrofanouchka qualifie d'amovibles, car elle n'avait pas de gonds, nous descendîmes quelques marches et nous retrouvâmes à l'intérieur d'un taudis. La lumière pénétrait à peine à travers des vitres poussiéreuses couvertes de papier collé et, au début, j'eus l'impression qu'il y avait beaucoup de monde dans l'isba. Mais après inspection des lieux, je me rendis compte qu'il n'y avait que 3 personnes. Akoulina était assise et nous tournait le dos, et autour de la table, sur un banc, il y avait une fille bouffie et un jeune homme de condition et de profession indéterminée. Près du jeune homme se trouvait un accordéon, mais il semble bien qu'il n'était là que pour la forme, étant donné qu'entre les parties supérieures et inférieures de cet instrument béait un trou probablement irréparable. Sur la table crasseuse traînait une bouteille de vodka, du pain émietté et des restes de hareng, généralement appelés juments par les habitants de la Canonnière. Alyosha était invisible. « Ah, Melit Nikolaïevitch !» me salua cordialement Akoulina, à qui ma mère avait fait cadeau de je ne sais quel chiffon. « Asseyez-vous, soyez donc notre hôte, c'est votre maman qui vous envoie ?»« Non, je suis venu tout seul. »« Vassili, chuchotai-je à mon mentor, demande où est Alyosha. »« C'est Lyosha que vous cherchez ?» fit Akoulina qui avait entendu. « Que lui voulez-vous » ? Le petit maître lui a donné un rouble, intervint Vassili d'un ton sec, et il voudrait lui demander ce qu'il en a fait. « Le voilà, Lyosha. Demandez-lui vous-même, » coupa brutalement Akoulina. Le jeune homme à la condition indéterminée ricana, et me fit un clin d'œil en me montrant le vin. Alyosha était assis sur une souche d'arbre, dans un coin sombre derrière le poêle. La souche était basse, et ses genoux lui arrivaient au menton. Ses longues mains reposaient démunies sur ses genoux. Je me penchai vers lui, et de nouveau je rencontrai ce regard suppliant, rempli d'angoisse. Je vis ce même sourire pitoyable et implorant. « Alyosha, où est l'argent? L'argent que je t'ai donné. Tu sais bien, le billet. » Alyosha remua les lèvres et déclara imperturbable. « Elle l'a pris. »« Akoulina? »« Oui. »« Et ça, qu'est-ce que c'est ?» dis-je en remarquant qu'une des joues d'Alyosha était écarlate et qu'il avait une égratignure sous les yeux. « Elle m'a battu. » Lâchant la main de Vassili, je me dressai face à Akoulina et, suffoquant de colère, je demandai. « Il dit la vérité? »« Oui. Et alors? »« Comment avez-vous osé? »« Eh bien, j'ai osé. Faudrait que je le nourrisse gratis peut-être. C'est qu'il baffre comme un goinfre. » « Et vous l'avez battu ?» Le jeune homme, qui considérait cette scène avec un intérêt visiblement croissant, n'y tint plus, et, agitant les bras, s'esclaffant et bredouillant, entreprit de mimer avec un enthousiasme incompréhensible comment Akoulina avait battu Alyosha. « Qu'est-ce que t'as dans la main ?» qu'elle dit. Et Lyosha, il reste planté là comme une bûche, il desserre pas le poing. Alors, Akoulina te le prend. Mais je l'interrompis,
et m'adressant à Akoulina, hurlait d'une voix pointue qui me perça les oreilles à moi-même. « Akoulina, vous êtes une femme ignoble. Vous êtes une femme immonde. Je le dirai à papa. Il ira voir le gouverneur. Je ne trouvais plus mes mots. « Du calme, Mélite Nikolaïevitch. Ne monte pas sur tes ergots. Tu ne fais peur à personne. » Je tapais du pied et voulus crier quelque chose, mais Vassili me prit par la main et m'entraîna vivement vers la porte. La dernière chose que j'entendis en sortant fut une exclamation du jeune homme. « Il aurait pu nous laisser de quoi boire un coup !» Puis, « Ah, ces petits messieurs, ça a beau boire du thé, ça a toujours le ventre froid. »« Mais elle l'a battu, Vassili, battu !» criai-je en fronçant les yeux de toutes mes forces et en tirant de mes deux mains sur le manteau de Vassili. « Elle l'a battu !»« Ce n'est rien, ce n'est rien. Ne pleure pas. Il a l'habitude. »« Comment ça, il a l'habitude ? Mais elle est forte, tu ne te rends pas compte. Il a eu mal. » Vassili me conduisit dans notre refuge et passa un long moment à me calmer, me racontant diverses histoires sur l'intelligence du Hongre Vaska, me promettant de punir Akoulina et me demandant de ne pas oublier de lui apporter des cigarettes. Je repris un peu mes esprits et décidai de rentrer à la maison. Mais en partant, je demandai « Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a beau boire du thé, il a toujours le ventre froid. »« Oh, rien, c'est un imbécile, ne faites pas attention. » Mais je ne fus pas satisfait par cette explication, et réfléchis longuement en me tâtant le ventre. C'est vrai que je bois du thé brûlant et que j'ai le ventre froid ? Ces réflexions, non dénuées de profondeur, furent interrompues par les féroces remontrances dont me gratifia mon père lorsqu'il apprit l'histoire du rouble. 2 jours plus tard, je revis Alyosha sur notre perron, dans la même pose de morne résignation et de soumission profonde, animale, au destin. Ses longues et grandes mains ballottaient le long de son corps chétif et voûté. Le même sourire pitoyable et suppliant était figé sur ses lèvres. Embarrassé, car on m'avait sévèrement interdit ces bêtises à propos d'Alyosha, je me précipitai dans la cuisine, en rapportai un gros morceau de pain, et, le fourrant à la hâte dans la main d'Alyosha, je le priai d'une voix douce de s'en aller. « Va-t'en, mon petit Alyosha, va-t'en. Papa a interdit de te donner quoi que ce soit. » Manifestement, le mot « va-t'en » était celui qu'Alyosha connaissait le mieux, car il dévala immédiatement le perron et rentra chez lui de son pas tranquille et bizarre. De nouveau, je le suivis longtemps des yeux, mais cette fois, je n'avais plus envie de le presser, et une vague conscience de l'injustice qui règne de par le monde s'insinuait dans mon âme. À partir de ce jour-là, je fus amoureux d'Alyosha. On ne peut donner d'autre nom à cette étrange tendresse qui s'emparait de moi quand je me représentais son visage, son sourire. En classe, pendant les cours, dans mon lit à la maison, je pensais sans cesse à lui, et une brûlante pitié poignait mon cœur d'enfant, pas encore las d'aimer et de souffrir. J'eus l'occasion de le revoir plusieurs fois debout devant une porte, attendant patiemment, sans rien dire. Paralysé par des ordres très stricts, je me contentais de le suivre au loin d'un regard aimant. Je ne parlais plus de lui avec Vassili, car au lieu de se livrer à ses anciennes plaisanteries, il m'avait fait sèchement remarquer qu'il y avait beaucoup d'Alyosha sur terre, et qu'il était impossible de les plaindre tous. 2 ou 3 semaines plus tard, les grands froids commencèrent, et la rivière fut prise par les glaces. Je partis patiner avec la bande de gamins qui formait ma suite habituelle. C'était un dimanche, la journée était belle, et une foule de fêtards sérieusement éméchés s'était rassemblée sur la rive. Un accordéon grinçait quelque part, et une bagarre, la 2e déjà, avait commencé non loin de là. Mais nous, les enfants, absorbés corps et âme par nos occupations, nous n'entendions ni ne voyions rien de tout cela. La glace, propre et lisse comme un miroir, était encore très fine, si bien qu'une pierre très fine lancée dessus rebondissait avec un bruit sonore qui s'estompait peu à peu. Par endroits, elle pliait même sous les pas, et quand l'un d'entre nous, tombant les 4 fers en l'air, s'y cognait la tête à toute volée, il se formait sur la glace une étoile qui consolait considérablement son auteur du désagrément occasionné. Certains jeunes amateurs de sensations fortes, ou peut-être des esprits curieux désireux d'étudier les phénomènes naturels, cassaient la glace d'un coup de talon, et, l'air profondément pensif, regardait l'eau jaillir telle une source du trou ainsi formé et couler tranquillement entre leurs pieds. Grâce à la prévoyance de mes parents,
qui m'avait affublé de ma pèlerine taillée en fonction de ma croissance, j'étais l'auteur du plus grand nombre des étoiles éparpillées sur la glace, et c'était d'autant moins flatteur pour mon amour-propre qu'après chacune de mes créations, je sombrais longtemps dans l'impuissance en essayant de me dépêtrer de ma pèlerine. C'est alors que je me trouvais dans cette situation que j'aperçus Alyosha sur la rive, et, oubliant l'interdiction dans la joie de l'excitation, je me précipitai vers lui. Mais tandis que j'avançais dans sa direction, tombant et me relevant, il se produisit quelque chose d'inattendu. Alyosha se trouvait tout près de la glace, juste devant l'endroit que nous appelions le tourbillon, quand un gamin qui était remonté sur la berge, voulant lui faire une farce, prit son élan et se jetant de toutes ses forces sur son dos, l'encorna. Alyosha, penché en avant, les bras tendus devant lui, s'envola sur la glace, glissant jambes écartées sur 4 ou 5 mètres, et tomba à la renverse. Y avait-il du courant à cet endroit? La glace y était-elle plus mince qu'ailleurs, ou bien ne pouvait-elle tout simplement supporter le poids d'un adulte? Toujours est-il qu'Alyosha s'enfonça dans l'eau. La suite se déroula à toute vitesse. Je n'avais pas encore eu le temps de refermer ma bouche grande ouverte que le jeune homme que j'avais vu chez Akoulina, enlevant son manteau et sa veste, se jeta à l'eau en criant « Attention, ça va chauffer !» Quelques minutes plus tard, Alyosha se retrouvait sur la rive, entouré d'une foule de gens, toujours égal à lui-même, avec les mêmes bras ballants et le même sourire pitoyable. Seule l'eau qui ruisselait sur lui et le grelottement de son corps indiquaient qu'il venait de prendre un bain glacé et peut-être d'échapper à la mort, car il était tombé à un endroit profond. Le jeune homme fut entraîné par des camarades dans une taverne, non sans m'avoir réclamé un pourboire en partant, tandis qu'Alyosha restait planté là, au milieu d'une foule compatissante qui se répandait en conseils divers. Des bonnes femmes avaient déjà trouvé moyen de surgir d'on ne sait où. Il grelottait et devenait de plus en plus bleu. Bouleversé et résolu, je me faufilai parmi la foule, pris Alyosha par la main et déclarai d'une voix ne souffrant aucune contestation. « Viens à la maison, Alyosha, on te donnera des vêtements propres et tu pourras te sécher. » Des cris dans la foule. « Bravo, le petit monsieur !» n'accrurent nullement ma résolution. D'un pas aussi décidé que me le permettaient les pans de ma pèlerine, je me mis en marche en emmenant Alyosha, suivi par la foule qui constituait d'ailleurs un cortège tout à fait solennel et impressionnant. Quelques bonnes femmes essayèrent bien de se faufiler dans notre cour, mais s'étant heurtées à une ferme résistance de la part de Vassili, elles s'éloignèrent en bon ordre. La cuisinière Daria, une jeune et jolie femme de soldat, nous reçut en poussant de hauts cris, mais, émue par mes prières instantes, auxquelles Vassili lui-même joignit sa voix pleine d'autorité, elle se laissa fléchir, estimant néanmoins indispensable d'en référer à ma mère. Celle-ci permit de garder Alyosha quelques heures, et lui donna même quelques vêtements pour se changer. Seigneur, quel ne fut pas mon ravissement! J'étais littéralement hors de moi, ne sachant comment exprimer mon amour au pauvre Alyosha impassible, assis sur le banc. Tantôt je caressais ses mains qui reposaient sur ses genoux immobiles. Tantôt je demandais à Daria de lui donner encore à manger. Je voulais même lui lire une histoire à voix haute, mais réalisant qu'il n'y comprendrait sans doute pas grand-chose, je m'arrêtai à une autre idée plus concrète. Prenant Vassili à part, je lui demandai d'un air mystérieux. « Vassili, si on lui donne une cigarette, tu crois qu'il fumera? Et puis quoi encore? Pourquoi donner des perles à un cochon? Les perles, c'est précieux. » À ces mots, Dieu sait pourquoi, il adressa un clin d'œil à Daria, qui éclata de rire et l'appela Lyotcha. Je continuais à tourner autour d'Alyosha et m'apprêtais à lui proposer encore quelque chose, quand mon père, qui venait d'arriver, entra dans la cuisine. Vassili, qui pour une raison quelconque était sur le point d'enlacer Daria, s'écarta d'elle brusquement et s'étira. Daria se précipita vers le poêle. Quant à moi, je me fis tout petit. Seul Alyosha resta immobile et imperturbable. « Qu'est-ce que c'est encore? Qu'on le fasse sortir d'ici !» déclara sèchement mon père. « Mon petit papa, j'ai dit que je ne voulais pas de lui ici. Vassili, fais-le sortir !» Vassili s'avança vers Alyosha toujours immobile, mais je l'arrêtai, me précipitai sur mon père et, balbutiant à travers mes larmes, en baisant sa main sévère mais paternelle, je bredouillais. « Mon petit papa chéri, permets-lui de rester. Il est pauvre, c'est un idiot. Akoulina le bat. Mon papa, mon cher petit papa, ne le chasse pas.
sinon je mourrai. Papa, ne le chasse pas, ne le chasse pas. Mes sanglots commençaient à tourner à la crise d'hystérie. Daria, émue jusqu'aux larmes, s'essuya les yeux avec son tablier et osa s'associer à mes prières. « Ce n'est rien, maître. Il peut rester. Il ne nous gêne pas. » Mon père, sans répondre, considéra Alyosha d'un air sombre. Comme fasciné par ce regard noir, Alyosha leva sur mon père des yeux remplis d'une prière silencieuse, et ses lèvres remuèrent. « Je suis Alyosha, l'idiot. Mon petit papa. Bon, qu'il reste, mais c'est la dernière fois, dit mon père en caressant tout doucement mon visage levé vers lui, et il sortit. Le jour suivant, Alyosha disparut, et je ne l'ai plus revu depuis. J'ignore où il se trouve. Peut-être est-il mort gelé sous une palissade, peut-être est-il encore debout quelque part, devant une porte, à attendre.